et bienvenue dans cette capsule numéro 27. Je m'appelle Max. Ainsi que le disait l'écrivain Alvin Toffler, le changement n'est pas nécessaire dans la vie, il est la vie. La vie est un cycle rythmé par la reproduction et l'expérience de la mort, et ce cycle n'est pas le propre de l'homme. La reproduction est un processus qui permet le renouvellement d'une espèce. Ce processus comprend une porte d'entrée, la vie, et une porte de sortie, la mort. Les deux étant pris dans un cycle rappelant l'alternance du jour et de la nuit auquel il est difficile de résister. Nous, humains, associons la mort à une sorte de nuit effrayante et certaine, alors que, comme le disait René Barjavel, auteur français connu pour ses romans d'anticipation, la nuit n'est nuit que pour nous, ce sont nos yeux qui sont obscurs. Autrement dit, en changeant de perspective, en ne voyant plus la vie comme un combat contre la mort, en désapprenant les dualités ou les séparatismes qui nous sont inculqués tout au long de notre existence, nous pourrions aborder avec plus d'harmonie le cycle d'une vie sans fin se jouant ici-bas et au-delà. On a tendance à attribuer ce cycle de métamorphose et de vie-mort qu'à ce qui est organique, alors que tout dans l'univers est soumis à ce processus. Dans la planète Terre, avec tout ce qu'elle comporte de roches et de pierres, que les galaxies, même les galaxies meurent. Lorsque celles-ci se vident de leur gaz et que la perte est trop importante, le processus de formation des étoiles s'interrompt, ce qui a pour effet de tuer la galaxie. Les galaxies peuvent mourir de perdre leur gaz comme la vie nous quitte lorsque nous perdons le sang, trop de sang ou trop d'air. La similarité est donc partout. Similarité relative, bien entendu. Comment se met en scène le cycle de la vie selon les espèces? C'est ce que nous allons voir très succinctement. Géologiquement, les roches naissent de trois grands processus naturels. Il y a d'abord les roches magmatiques, qui sont formées en profondeur à partir de la chaleur du magma. Vous savez, les roches sédimentaires, qui sont formées à partir de dépôts d'autres roches et de composés organiques, non minéraux, ou à partir de réactions chimiques. Et vous avez les roches métamorphiques, qui sont issues de la transformation de roches existantes sous l'effet de température et de pression importantes. Ainsi, à l'image des corps cellulaires et organiques se mélangeant pour donner d'autres corps, les corps de roche, côtoyant les forces de la nature et ces matériaux, se stimulent de telle façon que cela permet à d'autres formes d'émerger, puis de recommencer un cycle. Si les roches naissent du ventre de notre planète, qui est un gros rocher suspendu dans le cosmos, n'oublions pas que la Terre elle-même a été formée à partir de la nébuleuse solaire. Notre Terre, ses matériaux et toute forme de vie sont nés d'un monstrueux nuage de gaz et de poussière. Ces poussières sont d'abord agglomérées pour former le Soleil, autour duquel gravitait un disque de poussière où se sont formés des amas de matière rocheuse. Et ainsi de suite jusqu'à la naissance de la Terre. Quant à la fin de la Terre, elle aura lieu en même temps que la disparition du Soleil, après être devenu un désert de sel et de roches. Par contre, on sait que la disparition de la vie animale, végétale et bien sûr humaine se fera plus tôt, soit dans environ 1 milliard d'années. Bref, si tout indique qu'il y a bien un commencement, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une fin est à envisager, faisant de la roche un élément de l'univers soumis, lui aussi, au cycle de la naissance et de la mort. Rudolf Jacob Camerarius, un botaniste et médecin allemand, prouve en 1694
que les étamines constituent l'organe sexuel masculin et le pistil l'organe féminin. Et il note qu'un endommagement de ces organes empêche la reproduction. Chez les végétaux, existe une différenciation génétique entre le mâle et la femelle, mais ils peuvent aussi coexister sous forme d'hermaphrodisme. Par ailleurs, la reproduction ne nécessite pas systématiquement la sexualité de la plante, puisque les choses peuvent se faire hors voie sexuelle à partir du moment où on va appeler ça parent génère des clones en se repiquant seul, par exemple par le bouturage ou les extensions racinaires. On sait aussi que beaucoup de fleurs ont recours aux insectes pour acheminer le pollen, qui est l'élément reproducteur mâle de l'étamine au pistil. Pistil qui est l'ovule, élément reproducteur femelle. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'insectes, cela peut être des oiseaux qui rendent possible la rencontre des sexes végétaux. La fécondation entre deux plantes donne naissance à une graine, c'est-à-dire à une future plante qui rejouera la même scène. Enfin, un végétal peut aussi être autofertile, c'est-à-dire fécondé par son propre pollen. Il est alors dit autogame. C'est le cas souvent des petits fruits, mais aussi, par exemple, de l'abricotier, du figuier ou des pêchers. On trouve chez les animaux deux types de reproduction. L'une asexuée, ne faisant intervenir qu'un seul individu. On parle de parthogenèse, c'est-à-dire il n'y a pas de mâle, et on peut parler d'hermaphrodisme. L'individu est mâle et femelle. Il peut même y avoir la succession d'un sexe à l'autre pendant la vie de l'animal. Dans ce cas, l'animal est issu d'un seul parent, et les descendants sont génétiquement identiques. Par exemple, coraux, certaines méduses, des animaux de mer et certains vers et insectes. L'autre type de reproduction est dite sexuée, faisant intervenir deux individus de sexe différents, un mâle et une femelle, chacun apportant une cellule reproductrice. On va parler d'animaux ovipares, par exemple les oiseaux, les reptiles, les insectes, les poissons, et vivipares, les chats, les chiens, les vaches. Les animaux ovipares pondent des œufs, tandis que pour les animaux vivipares, la femelle porte le petit dans son ventre. Au-delà des idées humaines que nous nous faisons sur la façon dont ces fonctions mâle-femelle sont censées cohabiter et œuvrer, on se rend bien compte que la nature aime créer des situations incroyablement diverses, surprenantes, mais à chaque fois, l'objectif est d'assurer la survie de l'espèce afin qu'elle puisse coloniser des milieux. Notre mode de reproduction humaine est donc qu'une expression du cycle vie-mort. La Renaissance, il ne vaut ni moins ni mieux que les autres. Il est juste un modèle parmi bien d'autres. Tout laisse penser que l'esprit et la matière collaborent de multiples façons pour maintenir la vie sur ce grand terrain de jeu qu'est la Terre.